Salam alaikum et bienvenue mes chers étudiants dans ce sixième cours qui est sous l'égide du troisième chapitre et dont on va aborder la deuxième partie qui concerne la polarisation des ondes électromagnétiques. Dans le précédent cours, nous avons vu qu'une perturbation électrique ou magnétique va se propager et que les équations de Maxwell permettent de démontrer ça et elle nous a permis d'établir l'équation différentielle dont on a donné la solution générale et une solution particulière qui est l'onde plane progressive harmonique. L'onde plane progressive harmonique. Et nous avons étudié un certain nombre de propriétés de cette onde. Et dans cette continuité, nous allons aborder ce qu'on appelle la polarisation des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que ça veut dire, la polarisation des ondes? Alors, si on a une onde plane progressive harmonique qui progresse suivant l'axe Z, on pourra l'écrire sous une forme trigonométrique de la façon cosinus E égale une amplitude cosinus oméga t moins kz. Et on peut projeter le vecteur champ électrique sur les axes, par exemple, X et Y. Et le phénomène qu'on va décrire, c'est le fait que parfois, une onde, lorsqu'elle va traverser certains milieux qu'on appelle anisotropiques, qui ne sont pas homogènes, l'une de leurs composantes peut avoir un retard par rapport à la deuxième. En fait, les deux vont avoir un retard, mais ce retard ne va pas être identique. Et l'une de ces composantes va être plus en retard par rapport à la seconde. Et ce retard, on va le qualifier par une grandeur qu'on va appeler phi. Donc phi est un paramètre qu'on va introduire dans les équations du champ électrique afin de matérialiser ou de refléter un retard qui est enregistré entre une composante donnée par rapport à la deuxième composante du même champ électrique. Alors, ce qu'on veut signaler, c'est que ce qui se passe pour le champ électrique se passe aussi pour le champ magnétique. Mais durant toute cette étude, on va parler uniquement du champ électrique. Mais il faut toujours garder dans l'esprit tout ce qu'on va dire pour le champ électrique est tout à fait valable pour le champ magnétique. Donc, phi est un déphasage qu'on va introduire dans les équations afin de caractériser ce décalage dans le temps entre la composante EY, par exemple, par rapport à la composante X. Donc, si je vais exprimer l'onde électromagnétique pour le champ électrique, alors la composante EX s'exprimerait par une amplitude que j'entrais EX0 cosinus oméga t moins kz. Alors cette écriture, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, signifie que l'onde se propage suivant l'axe Z vers le sens positif des Z. Et K est le vecteur d'onde dont il est égal à oméga sur C ou 2pi sur lambda. Pour la composante Y aussi, elle est égale à une amplitude que j'appellerai EY0 et cosinus oméga t moins kz moins la grandeur phi qui est le déphasage qui va caractériser le retard que va subir une composante par rapport à la deuxième. Alors pour la composante EZ, elle est systématiquement nulle. Les équations de Maxwell qu'on a vues dans le cours précédent imposent qu'on ne peut pas avoir de composante dans la direction de propagation puisque le champ électrique
doit être obligatoirement perpendiculaire à l'axe de propagation. Ici, l'axe de propagation, c'est OZ. Donc, E doit être perpendiculaire à OZ et donc sa projection est nulle. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour le champ électrique lorsque les phi prend différentes valeurs? Alors, avant de commencer, je tiens à présenter cette image qui va nous éclaircir sur le champ électrique. Alors, le champ électrique, c'est un vecteur, vous le voyez ici, qui oscille suivant une forme sinusoïdale. On voit la courbe bleue qui est cosinus oméga t moins kz. Ici, z, c'est l'axe de propagation. Et si je fais la projection de ce graphe, ou de cette courbe, sur le plan OXY, j'obtiens un segment de droite. La projection de ça, c'est un segment de droite. Et le champ oscille. Seulement, il oscille et il avance. Maintenant, lorsque je fais la projection du champ électrique sur l'axe OX et sur l'axe OY, j'obtiens deux cosinus. Et présenté de cette façon-là, on en voit bien que les deux cosinus sont en phase. Cela veut dire que EX, ici, EY, là, vont s'annuler en même temps et passer vers le côté négatif en même temps. Arriver au sommet ou au minimum en même temps. À cet instant, EX est à son minimum, EY aussi. Ils s'annulent à nouveau en même temps et prennent des valeurs maximales en même temps. On dit qu'ils sont en phase. Donc, la courbe, celle-là, c'est la courbe EX. La courbe, ici, c'est la courbe EY. Leur somme mathématique me donne la composante totale E, qui est présentée ici en bleu. Alors, pour des raisons propres à la matière, lorsque cette onde traverse un milieu, par exemple une solution de glucose, un polymère étiré, un polymère c'est un plastique, ce que vous appelez vous plastique, le nom scientifique c'est polymère. Donc un polymère étiré ou certains matériaux spécifiques, eh bien, l'une des composantes va accuser un retard par rapport à l'autre. Et cette différence de retard s'explique par des interactions entre la matière qui n'est pas aléatoire. En fait, c'est parce qu'elle a des axes privilégiés et donc cette interaction ne sera pas la même entre EX et EY, ce qui va engendrer un retard qui n'est pas le même entre le champ EX et le champ EY. Et ainsi, la forme générale de E va être déformée et on va voir différents types de formes d'oscillation de E qu'on appelle des formes hélicoïdales, mais projetées sur un plan, ça va nous donner des figures spécifiques. Ce phénomène, ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Donc la polarisation de la lumière, c'est le fait d'affecter sur l'orientation du champ électrique. Le champ électrique. Et cette façon d'aborder les choses voudrait dire que on n'affecte pas directement le champ électrique, mais on va l'affecter à travers ses composantes, EX et
EY. Donc, revenons au phénomène. Nous avons une onde électromagnétique, E, qui est décomposée en EX et EY. Dès qu'elle traverse ces matériaux spécifiques, qui sont appelés filtres polariseurs, et selon le type du filtre, on va observer un décalage entre le cosinus de EX et le cosinus de EY. Remarquez ici, EX est à son maximum alors que EY est presque nul. EX puis s'annule, EY est presque à son maximum. Donc, ils ne s'annulent pas en même temps. Ils ne prennent pas les mêmes valeurs maximales ou minimales en même temps. Et la résultante va nous donner une forme du vecteur champ électrique qui fait une sorte de tourbillon qu'on appelle une forme hélicoïdale. Mais cette forme, elle peut être projetée sur le plan, le plan OX, OY, et si on fait cette projection, on va avoir des figures circulaires ou elliptiques ou rectilignes si on revient à la polarisation rectiligne. Et cela veut dire que le vecteur champ électrique, il avance en tournant. Mais il tourne soit circulaire, soit elliptique. Et cette rotation peut être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Considérons un champ électrique qui se propage le long de la direction OZ. Ce champ électrique qui se propage suivant OZ peut ne pas être forcément suivant les axes X ou Y. Donc, il a une position quelconque dans le plan OX, OY. Ainsi, vous pouvez observer qu'il a deux composantes. La première composante, c'est sa projection suivant OX. La deuxième composante, c'est sa projection suivant OY. On peut représenter les deux composantes simultanément. Ainsi, ici, c'est la courbe OX. Ici, c'est la courbe EY. Et on voit que les deux composantes sont parfaitement en phase. Je vais supprimer leur résultante afin qu'elle soit bien visible. Et vous pouvez voir que les deux composantes EX et EY s'annulent en même temps. Ici, c'est le vecteur projection de leur résultante, sur le plan. Et on voit que ça fait un segment de droite. Je vais faire réapparaître la courbe de la résultante de EX. Et en chaque point, c'est la somme des deux sinus ou cosinus pour avoir le E total. Donc, la somme des deux sinus, ici, c'est la courbe de EX. Je fais apparaître la courbe de EY et on observe bien qu'ils s'annulent en même temps, qui passent par le maximum en même temps. Et là, c'est la somme des deux vecteurs.
et leur résultante me donne la courbe EX. Me donne la courbe du champ total. Qu'est-ce qui se passerait si, pour une raison ou une autre, il va y avoir un décalage entre les deux composantes? Je crée le décalage et instantanément, j'observe cette forme. Je fais disparaître les courbes EX et EY, ces projections, pour voir la résultante. Dès que je crée le décalage entre la composante EX et EY, instantanément, le champ résultant n'est plus sinusoïdal et on voit comment il apparaît. Et sa projection sur le plan initial, le plan XOY, me donne la forme elliptique ou circulaire selon la valeur du déphasage et des deux amplitudes, leur rapport. Je fais réapparaître, je vais faire une pause dans le temps et je fais réapparaître les deux composantes EX et EY, et afin de clarifier l'image, je fais disparaître la résultante. Donc, regardez que au moment où s'annule la composante EY, alors EX est à son minimum et la résultante n'est pas nulle. Vous remarquez ainsi, la résultante ne s'annule jamais parce qu'en aucun moment on ne voit s'annuler EX et EY en même temps. Et si je fais déplacer le point de mesure, je me rends compte que l'extrémité du vecteur résultant fait des tours comme ça. Et c'est pour ça qu'on observe que le champ électrique fait des formes elliptiques ou circulaires. Maintenant, selon que ce sens de rotation est avec les aiguilles du montre ou contre le sens des aiguilles du montre, on parle de polarisation gauche et droite, qu'on verra plus en détail. Bien sûr, pour pouvoir trancher, il faut se placer de sorte que l'onde arrive vers nous et on est en train d'observer comment tourne l'extrémité du vecteur résultant. Donc, vous remarquez que si dès que on crée un déphasage, l'extrémité du champ n'est plus sinusoïdale, mais elle a une forme elliptique ou circulaire. Remarquez ici, le champ EY est presque 0, alors que le champ EX est à une valeur négative. Je fais play et on voit que la propagation va créer une forme tournante de l'extrémité du champ électrique. Donc cette forme est due au fait qu'il y a un décalage dans le temps, un retard entre deux composantes de la projection du champ lui-même. Un côté va être un peu en retard par rapport au deuxième et le résultat va être une polarisation circulaire ou elliptique selon les valeurs de ce retard. Je vais effacer pour ne pas encombrer l'image des composantes et je fais réapparaître la forme du champ résultant. Vous remarquez que la projection sur le plan me donne une forme elliptique ou circulaire et que le champ essaie de tourner suivant le sens des aiguilles du montre ou le sens contraire des aiguilles du montre selon les valeurs de ce décalage, de ce déphasage
qu'on verra plus en détail dans les équations. Regardez maintenant la direction de rotation de l'extrémité du champ électrique, elle est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je fais réapparaître les composantes EX et EY et vous verrez que c'est toujours des sinusoïdes ou des cosinus, seulement il y a un décalage entre les deux composantes. Ces deux sinusoïdes, on dit qu'ils sont déphasages. C'est-à-dire que l'un est en retard par rapport à l'autre. Alors rappelons, pour bien illustrer ce phénomène, je voudrais vous rappeler certaines choses que vous avez fait en électricité et qui est en bonne analogie avec ce qu'on est en train de faire. Alors, en électricité, vous avez vu que si on injecte une tension sinusoïdale, donc de type amplitude cosinus oméga t, dans un circuit avec différents types de composants, résistance, bobine, capacité, peut-être même des transistors, on enregistre à la sortie une tension de type amplitude, qui pourrait être une autre amplitude, cosinus oméga t, mais avec un argument de retard qu'on appelle la phase. Et donc ici, phi, il désigne le retard que va avoir la tension à la sortie par rapport à la tension d'entrée. Et si on branche un oscilloscope, de sorte que on injecte la tension U1 sur le premier canal, la tension U2 sur le deuxième canal, et on passe en mode XY, je vous rappelle que l'oscilloscope peut faire une visualisation en fonction du temps, et vous changez le calibre du temps, mais si vous tournez la base de temps au fond, vous allez trouver le mode XY. Pour certains modèles d'oscilloscope, il y a un bouton spécifique que vous appuyez, qui va vous faire passer en mode XY. En mode XY, ça veut dire que j'élimine le temps et je trace la première voie en fonction de la deuxième ou la deuxième en fonction de la première, selon que vous voyez les choses. Donc, je vais tracer une tension par rapport à l'autre. Et donc, on est presque dans la même configuration. Et si je fais ça, j'obtiens une des figures, ce qu'on appelle les figures de Lissajous. Lissajous qui veut dire les figures géométriques dues au tracé en mode XY. Dans notre cas, on va voir, généralement vous avez dû voir, une forme d'ellipse. Et pour certaines valeurs particulières, cette ellipse peut dégénérer vers un segment de droite ou vers un cercle. Donc, dans ce schéma, j'ai un peu grossièrement un peu reproduit l'expérience que vous faisiez en première année. Vous avez un circuit électrique, vous avez un GBF, une source de tension variable, par exemple un générateur passe-fréquence. La première voie, je la branche à l'entrée, donc notre GBF injecte une tension de type Umax cosinus oméga t. La deuxième voie de l'oscilloscope, je la branche en sortie. Il faut bien sûr avoir toujours un point de référence, donc un des fils doit être branché à la terre. Et je fais tourner la base de temps au fond. Et dès que je passe en mode XY, j'obtiens la figure de Lissajous. Ici, c'est une ellipse due au déphasage qui existe entre la tension de sortie
et la tension d'entrée. Donc, et la forme de l'ellipse dépend de la valeur de phi, qui elle-même dépend des composantes qui existent à l'intérieur. Donc, la même chose, cette figure, vous avez dû la voir en TP, année précédente, en première année. Et donc, c'est la même chose qui se passe avec une onde qui, en traversant un milieu, peut avoir un déphasage entre les projections du champ électrique suivant l'axe X et l'axe Y. Alors, faisons un peu de calcul et démontrons un peu l'équation de cette forme d'ellipse ou de cette forme de lissage-jour. Alors, nous allons commencer par un cas général. Dans le cas général, les deux composantes vont subir un retard. Donc, la forme générale de l'écriture d'une onde plane progressive en notation trigonométrique s'écrit une amplitude, on va noter EX0, c'est-à-dire l'amplitude suivant l'axe X, cosinus oméga t moins kz, ça c'est l'écriture standard qu'on a vue dans le cours précédent, moins le retard phi1. Et pour EY, la même écriture, mais on va noter un retard différent qui est phi2. Et comme nous avons dit, le EZ est égal à 0 puisque l'onde se propage suivant l'axe Z, donc elle ne peut avoir de composante suivant Z. Alors, si je choisis l'origine des temps lorsque la composante EX est maximale, c'est-à-dire je me positionne par rapport à EX, il est tout à fait possible de réécrire ces deux équations sous la forme suivante, de sorte que phi est égal à phi2 moins phi1. Démonstration très facile, c'est juste un changement de repère par rapport au temps. Donc, je fais un changement de repère par rapport au temps et je ramène l'origine du temps lorsque le cosinus est à son maximum. Et de ce fait, je n'ai qu'une seule variable, phi, en fait, qui est égale à phi2 moins phi1. Et je vais commencer les calculs en se basant sur cette écriture. Alors, je rappelle que le choix de l'origine des temps ne va pas affecter le résultat, mais il va simplement faciliter les calculs. Et donc, le choix des repères, de manière générale, est fait de sorte qu'à simplifier ce qu'il est, pour simplifier les calculs et n'affecte jamais le résultat final. D'un autre côté, alors pour aussi simplifier les écritures, on va se positionner au point O. À l'origine, Z est égal à 0. Ceci reste valable pour n'importe quel point, mais juste pour avoir des écritures plus condensées et moins longues. Donc on va projeter en quelque sorte ce qui se passe sur le plan OXY, et donc on va prendre Z égale à 0. Alors si je fais ça, je vais donc écrire EX est égal à EX0 cosinus oméga t, puisque j'ai pris Z égale à 0. Donc mon étude va faire en sorte que je vais calculer ce qui se passe au point O. Je vais ramener tout l'onde, je vais la projeter complètement sur le plan XOY. Et donc, de là, je tire le rapport EX sur l'amplitude égale cosinus oméga t. Je vais noter équation 1. EY aussi va s'écrire EY égale une amplitude cosinus oméga t moins phi, ce qui implique que EY sur l'amplitude est égal cosinus oméga t moins phi. J'applique les règles trigonométriques sur ce cosinus. Et donc, le cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B.
Et là, j'obtiens EY sur l'amplitude égale cosinus oméga t cosinus phi plus, je prends ce sinus oméga t, je le transforme en cosinus. Je sais bien que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Donc, sinus oméga t est égal à racine carrée 1 moins cosinus au carré oméga t. Et je garde sinus phi. Cette équation, j'appelle équation 2. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'équation 1, EX sur l'amplitude, qui est égale à cosinus oméga t, et je vais la remplacer là où je trouve cosinus oméga t pour me débarrasser du temps. Et là, je passe en mode XY, c'est-à-dire j'élimine le temps. Donc, l'équation va devenir EY sur l'amplitude égale EX sur l'amplitude cosinus phi plus racine carrée 1 moins EX sur l'amplitude au carré sinus phi. Je prends EX sur EX0 cosinus phi au premier membre, donc je l'affecte d'un signe moins, et j'élève au carré les deux membres. En fait, le but, c'est de me débarrasser de la racine carrée. Et là, si j'élève au carré directement, j'aurai des multiplications croisées qui vont me déranger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bascule cet élément vers le premier membre et j'élève au carré. J'obtiendrai EY sur EY0 moins EX sur EX0 cosinus phi au carré égale, je me débarrasse de la racine carrée, 1 moins EX sur EX0 au carré sinus carré phi. Je continue mon travail. Je vais développer ce carré. Donc, j'aurai EY sur EY0 au carré, plus EX sur EX0 au carré cosinus carré phi, moins 2 fois le produit mixte. EY sur EY0, EX sur EX0 cosinus phi, égale au premier membre. Je distribue le sinus carré avec le 1, sinus carré phi, sinus carré avec ça me donne EX sur EX0 au carré sinus carré. Je continue mon développement, je transforme le sinus carré en un cosinus. Donc je vais écrire 1 moins cosinus au carré phi qui est égal à sinus carré. Prochaine étape, je distribue EX sur EX0 sur les parenthèses de 1 moins cos carré. Donc, je multiplie cet élément par 1 et par moins cosinus carré. Donc, j'avance. J'aurai sinus carré moins EX sur EX0 au carré plus EX0 au carré cosinus carré phi. Et là, je vais prendre ces éléments vers le premier membre. Donc, moins EX sur EX0 va devenir un plus EX sur EX0 carré cos carré phi va avoir un moins, égal, je maintiens sinus carré phi au deuxième membre, donc égal sinus carré phi. Et là, je vais me rendre compte que cet élément est égal à cet élément à un signe près, moins, plus. Donc, ils peuvent se simplifier. En simplifiant cet élément avec cet élément, j'obtiens EY sur EY0 au carré, moins 2 fois EY sur EY0, EX sur EX0 cosinus phi, plus cet élément EX sur EX0 au carré égale sinus au carré phi, que je note l'équation 3. Cette équation est l'équation caractéristique d'une ellipse pour des valeurs quelconques de phi. Donc, c'est l'empreinte de l'ellipse.
الشكل العام نتاع معادلة تاع ellipse. Donc ceci représente pour des valeurs quelconques une ellipse. Pour des valeurs particulières, ça va être autre chose. Alors cette ellipse c'est quoi? On a dit que c'est la projection de l'extrémité du vecteur. يعني هذا الشعاع اللي راه يدور كي نديروا الاسقاط على x او y راح نشوفوا يدور على شكل ellipse. Et donc c'est la projection de la rotation du champ électrique en se propageant et ça donne ce qu'on appelle une polarisation elliptique de l'onde. Alors pour des raisons particulières, si phi est égal à un multiple de pi, par exemple, n égale à 0, 1, 2, un entier naturel, alors le sinus passe pour 0, le cosinus plus ou moins 1, et on va développer cette écriture sous forme d'un carré célèbre. D'accord? Et donc, j'aurai EY sur EY0 plus ou moins selon les valeurs de NP, EX sur EX0 au carré égale à 0, soit EY sur EY0 plus ou moins EX sur EX0 égale à 0, c'est ça qui devrait être nul, donc cet élément égale à plus ou moins cet élément. Et là, c'est l'équation d'une droite qui a une pente soit positive, soit négative. C'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine et qui a une pente soit positive, soit négative. L'équation 4 est l'équation d'une droite. Par contre, aussi, si j'ai les deux amplitudes des composantes EX et EY qui sont égaux, et que phi est un multiple impair de pi sur 2, donc pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, alors l'ellipse se transforme en un cercle. Pourquoi? Alors cet élément, on a ici un cosinus qui devrait être tout le temps nul, et le sinus qui va être égal à 1. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir cette équation avec ça. Les amplitudes sont égaux, je les remplace par le chiffre A, puisque c'est la même lettre qui va désigner la même grandeur. Ils sont égaux. Et donc, je peux faire passer le A au second membre et obtenir l'équation d'un cercle. Ça vous rappelle l'équation d'un cercle? EY au carré plus EX au carré est égal à A au carré, dont le rayon est égal à A. Donc, j'ai une équation d'un cercle. Et là, on parle d'une polarisation circulaire. Donc, l'équation générale de polarisation peut aboutir à une forme d'ellipse, à une forme de droite ou à une forme circulaire. Regardons un peu plus en détail. Donc, on a 3 types de polarisation. Premier type, le plus simple, c'est la polarisation rectiligne. La polarisation rectiligne est obtenue si il n'y a aucun déphasage entre les composants EX et EY, phi égale à 0. Ou si nous avons si les EX et EY sont en opposition de phase, en opposition de phase, c'est-à-dire phi est égal à pi. Donc soit phi égale à 0, ils sont en phase, soit en opposition de phase, phi est égal à pi. Soit l'une des composantes est nulle. Ça, c'est possible. Si l'une des composantes s'annule, on parle de polarisation rectiligne. Donc, dans ces deux cas, on parle de polarisation rectiligne. Et donc, dans la première situation, phi égale à 0, le vecteur oscille suivant une sinusoïde et dans la projection me donne un segment de droite. Le segment de droite
est entre le premier et le troisième cadran. Donc, prenons comme convention, on a un indil ittifaq. Ça, c'est le premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Donc, on a une pente positive. Ça, c'est lorsqu'ils sont en phase. Lorsqu'ils sont en opposition de phase, c'est aussi une polarisation rectiligne, mais avec une pente négative. Et le champ oscille entre le deuxième et le quatrième cadran. Bien évidemment, si l'une des composantes s'annule, donc le champ va osciller suivant l'un des deux axes. L'ibqa. واحد التعدم يبقى واحد. Deuxième type de polarisation, c'est la polarisation circulaire. Et là, il faut distinguer deux types de polarisation circulaire. Soit la polarisation circulaire gauche, soit droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gauche ou droite? Alors, pour phi égale à pi sur 2, et avec la deuxième condition, il faut que les amplitudes des deux composantes, CA, les deux, la valeur maximale, doit être identique. Elle doit être égale. Donc on parle de polarisation circulaire gauche. Pourquoi? Parce que le cercle va tourner, enfin l'extrémité du vecteur champ électrique, c'est un vecteur, il va commencer à tourner et non pas osciller par des va-et-vient. Et cette rotation, elle va être dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et s'il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et si on se place de sorte que l'onde se propage vers l'observateur, vers nous, on va voir que l'extrémité du champ passe du premier cadran vers le deuxième cadran. Du premier cadran vers le deuxième cadran. Donc du premier cadran vers le deuxième cadran, c'est-à-dire l'onde tourne vers la gauche. Premier cadran vers la gauche, vers le 2. Vers la gauche, donc par convention, on appelle ça circulaire gauche. Attention, on se place de sorte que l'onde arrive vers l'observateur. C'est sûr que si on ne soit pas d'accord, si on ne se met pas d'accord sur les conventions, on va arriver à des conclusions contradictoires. Donc, condition, l'onde se propage vers l'observateur. On va observer l'extrémité du champ électrique. Si les amplitudes sont égaux et que le déphasage est égal à pi sur 2, on appelle ça être en quadrature de phase, al-tarabu'. Et s'ils sont en quadrature de phase, pi sur 2, on a une polarisation circulaire. Le champ tourne vers le côté gauche, donc du premier cadran vers la gauche, donc dans un mouvement circulaire qui est contraire aux aiguilles d'une montre. On appelle ça polarisation circulaire gauche. Par contre, si phi est égal à 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2, la même chose. Alors, avec toujours la même condition, première amplitude égale à la deuxième amplitude, alors on parle de polarisation circulaire, mais droite. Pourquoi droite? Parce si on se place de sorte que l'onde se propage vers nous, on va se rendre compte que l'extrémité du champ électrique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cela veut dire qu'elle tourne du deuxième cadran vers le premier cadran. Du deuxième cadran vers le premier. Donc, vers la droite. Du deuxième cadran vers le premier, donc vers la droite. Donc, on parle de polarisation circulaire droite. Nous avons schématisé ici ce qu'on pourrait voir
si on va se placer en face de la propagation de l'onde, donc elle arrive vers nous, et l'extrémité du champ, au lieu de dessiner un segment droit qui fait des va-et-vient, elle va faire des rotations. Si phi est égal à pi sur 2 et que les deux amplitudes sont égaux, elle va tourner dans un cercle avec une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, elle passe du premier cadran vers le deuxième cadran. Du premier vers le deuxième, donc vers la gauche. On appelle ça polarisation circulaire gauche. Ici, dans le deuxième cas, nous avons phi qui est égal à 3 pi sur 2, avec des amplitudes qui sont égales. Donc, on va avoir une extrémité du champ qui tourne dans un mouvement circulaire, mais qui respecte une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, dans cette rotation, à un moment donné, elle passe du deuxième cadran vers le premier, et donc vers la droite. On appelle ça polarisation circulaire droite. Enfin, le cas général, qui présente le troisième type de polarisation, c'est pour les autres valeurs de phi. Donc, dans le cas où phi, c'est-à-dire la valeur du déphasage entre les deux composantes, est entre 0 et pi, avec la condition aussi des amplitudes qui soient des amplitudes de la première composante qui est différente de l'amplitude de la deuxième composante. Alors cette condition, c'est pour uniquement phi égale à pi sur 2, pour ne pas tomber dans le cas circulaire. Donc pour phi entre 0 et pi, on parle de polarisation gauche, polarisation elliptique gauche, c'est-à-dire que l'extrémité du champ électrique fait une forme elliptique, mais qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si on se place dans une position qui fait face à l'onde, c'est-à-dire l'onde se propage vers nous. Et donc, on parle d'une polarisation elliptique gauche. Alors que si phi est compris entre pi et 2pi, toujours, on prend des amplitudes qui soient différentes pour phi égale à pi sur 2, parce que sinon, si phi égale à pi sur 2 et on ne met pas cette condition, on va tomber dans le cas précédent de polarisation circulaire. Donc, pour ne pas tomber dans le cas de la polarisation circulaire, si phi est égal à pi sur 2, il faut que les deux amplitudes ne doivent pas être égales. Donc, si phi prend des valeurs entre pi et 2pi, on parle de polarisation elliptique droite, c'est-à-dire que l'extrémité du champ tourne et trace une forme elliptique, mais cette forme, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si on se place de sorte que l'onde se propage vers l'observateur. Et donc, l'onde va passer du deuxième cadran vers le premier, et donc, on est vers le sens vers la main droite. Alors, résumons ça par ce schéma explicatif. Nous avons phi entre 0 et pi sur 2, une ellipse qui est inclinée, et dans l'extrémité du champ, qui trace cette forme, tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, dans cette rotation,
Il tourne et il avance, bien sûr. Donc, juste, je représente la projection. Il tourne et il avance. Donc, en tournant, il passe du premier cadran vers le deuxième. Du premier vers le deuxième. Donc, vers la gauche. C'est pour ça qu'on appelle polarisation elliptique gauche. Pour phi égale à pi sur 2, il faut rajouter la condition E max 1 différent de E max 2, 0. Sinon, on va retomber dans la polarisation circulaire. Donc, si phi égale à pi sur 2 plus cette condition, on est en présence d'une polarisation toujours elliptique, mais dans l'ellipse présente des axes, les axes principaux de l'ellipse sont confondus avec les axes du repère. Donc, après, ça dépend qui est le plus grand, 1 ou 2. Donc, soit l'ellipse est debout, soit elle est couchée, selon les valeurs qui est plus grand que l'autre. Donc, l'essentiel, les axes principaux de l'ellipse sont confondus avec notre repère. Pour phi entre pi sur 2 et pi, on aura une autre forme d'ellipse qui est couchée dans le sens contraire du premier cas. Et donc, elle aura une rotation toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, passer du premier cadran vers le deuxième, vers la gauche. Donc, c'est toujours une polarisation elliptique gauche. Et au contraire, lorsque phi prend des valeurs entre pi et 3pi sur 2, alors, on aura une forme d'ellipse, mais cette fois-ci, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, elle va passer du deuxième cadran vers le premier. Et donc, vers la droite, ça sera une polarisation droite. Ça sera une polarisation droite. Alors que lorsque phi est égal à 3pi sur 2, il faut rajouter la condition de l'inégalité entre E max 1 et E max 2. On obtient une ellipse dont les axes principaux sont confondus avec les axes du repère. Donc, soit une ellipse debout ou une ellipse complètement couchée. Et le sens de rotation restera toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc du deuxième cadran vers le premier, toujours en se plaçant en face de l'onde, c'est-à-dire que l'onde se propage vers nous. Et là, on appelle ça polarisation elliptique droite, parce que le champ électrique, l'extrémité, passe du deuxième cadran vers le premier, du deuxième vers la droite. Et enfin, pour phi égale compris entre 3pi sur 2 et 2pi, on aura une ellipse dont l'inclinaison sera en opposition par rapport au premier cas, et dans le sens de rotation de l'extrémité du champ électrique sera du deuxième cadran vers le premier, et donc elle va tourner vers la droite en considérant uniquement les deux premiers cadrans, donc du deuxième vers le premier, vers la droite. Analysons en détail les types de polarisation en fonction des valeurs de phi, qui est l'angle de déphasage. Ici, nous avons une représentation en 3D de l'onde, en fait, du vecteur champ électrique projeté sur les deux axes. Nous avons ici le vecteur du champ électrique qui est projeté sur les axes X et Y. On voit bien que si on regarde dans le sens de la projection sur l'axe des Y, on voit une sinusoïde, alors que de haut, sur l'axe des X, ou inversement, on voit une sinusoïde. Ces deux sinusoïdes, puisqu'ils sont en phase, forment une résultante qui est la forme d'une sinusoïde que vous voyez maintenant. Et là, nous avons l'onde qui se propage suivant l'axe Z.
Et si je me mets en face de l'onde, je regarde que sa projection sur le plan OX forme un segment de droite. Vous voyez l'oscillation qui forme un segment de droite incliné par rapport à ce que vous voyez, c'est-à-dire sur le premier cadran du repère. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un déphasage intermédiaire entre 0 et pi sur 2. Et si on augmente le déphasage graduellement entre les composantes EY et EX, on s'aperçoit que dès qu'on crée le déphasage, il y a l'apparition de cette ellipse qui caractérise le fait qu'on a un déphasage qui est différent de 0 par rapport aux deux ondes. J'attire votre attention, si on regarde la projection sur l'axe, par exemple, EX, l'onde sur EX est toujours sinusoïdale, comme vous pouvez le voir. De même, si je me mets à la perpendiculaire pour voir par rapport au deuxième axe, nous avons toujours une sinusoïde. Mais si on me met en perspective, on voit qu'on a une espèce de forme hélicoïdale qui tourne dans un sens. Alors, pour pouvoir déterminer si c'est une elliptique gauche ou droite, on se met en face de l'onde, comme ça, et on s'aperçoit que l'extrémité du vecteur champ électrique tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et donc, par rapport au premier cadran, il est en train de tourner vers le sens de notre main gauche, donc on appelle ça une elliptique gauche. Une polarisation elliptique gauche. Et on voit que ça fait plus une sinusoïde, mais une forme hélicoïdale dont la projection tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, par rapport au premier cadran, ça tourne vers le sens gauche. Et donc, on a une polarisation elliptique gauche. Maintenant, on va se positionner par rapport à un déphasage qui est égal à pi sur 2. Et dès que le déphasage atteint pi sur 2 avec des EX et EY égaux, on s'aperçoit que cette ellipse devient un cercle. Ici, je suis en face de l'onde. Je vois l'onde se propager vers moi et je m'aperçois que l'extrémité du champ électrique décrit un cercle qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et que pour cette valeur et pour des amplitudes EX et EY égaux, on a une polarisation circulaire. Je reviens sur le premier cadran, et je regarde que le premier cadran tourne vers le sens de ma main gauche. Donc, c'est une polarisation circulaire gauche. Je reviens et j'insiste, la composante EY, c'est une sinusoïde, vous voyez bien. La composante suivant X ou inversement, c'est une sinusoïde, mais en perspective, dans l'espace, la somme des deux composantes me donne cette forme. Si j'augmente le déphasage entre pi sur 2 et pi, je m'aperçois que cette forme circulaire devient une forme elliptique, mais inclinée dans l'autre sens par rapport à l'intervalle entre 0 et pi sur 2. Toujours la rotation
elle est au sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, si je dis qu'elle est au sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est lorsque je me place en face de l'onde, de sorte que l'onde se propage vers mon œil. Et je vais me focaliser sur le premier cadran, toujours, et je vois que l'extrémité du champ passe vers le côté gauche, et donc c'est une polarisation elliptique gauche. Toujours, je n'ai pas touché à la forme des deux composants du champ, c'est-à-dire c'est des formes sinusoïdales, donc EX et EY, c'est toujours des sinusoïdes, mais c'est le fait qu'ils sont en déphasage d'une certaine quantité qui fait ces différentes formes qu'on est en train d'observer. C'est un résultat purement mathématique. Maintenant, si je reviens à un déphasage égal à pi, 3,14, je reviens, voilà, eh bien, ils sont en opposition de phase et je reviens à une forme sinusoïdale de l'extrémité du champ. Maintenant, le champ électrique, son extrémité, n'est plus une ellipse, n'oscille pas comme une ellipse, ni comme un cercle, mais comme un segment de droite qui fait des va-et-vient, qui me donne une forme sinusoïdale. Là, ils sont en opposition de phase. Et je me rends compte qu'il est incliné dans le sens opposé par rapport à un phi égal à 0. Rappelez-vous, pour ce phi égal à 0, il était incliné entre le premier et le troisième cadran. Pour phi égal à pi, l'inclinaison du segment droite est entre le deuxième et le quatrième cadran. On dit qu'on est en polarisation rectiligne. C'est une polarisation rectiligne. Continuons entre pi et 3pi sur 2. Alors, entre pi et 3pi sur 2, je me rends compte que je reviens à une polarisation elliptique, mais le sens de rotation qui change. Et je vois que maintenant l'extrémité du champ, elle est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire si je me focalise sur le premier cadran, l'extrémité du champ électrique passe vers la droite et on dit qu'on est en présence d'une polarisation elliptique droite. Polarisation elliptique droite. Inclinée entre le deuxième et le quatrième cadran. Maintenant, pour une polarisation égale à 3pi sur 2, voilà, 3pi sur 2 environ, on revient à une polarisation circulaire, donc l'extrémité du champ fait des rotations par rapport à un cercle, et le sens de rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire c'est une polarisation circulaire droite. Ça passe vers la main droite, et je vous rappelle qu'il faut se placer en face de l'onde quand elle arrive vers vous, et je vais observer le mouvement de l'extrémité du champ électrique dans le premier cadran qui passe vers la main droite. Donc, c'est une polarisation circulaire droite. Sachant toujours que les deux composantes, EY par exemple, c'est une sinusoïde. Voilà. C'est une sinusoïde. Et EX, c'est toujours une sinusoïde. Mais leur résultante dans l'espace me donne cette forme du champ électrique. Maintenant, pour phi entre 3pi sur 2 et 2pi, je reviens à une polarisation elliptique, mais inclinée entre le premier et le troisième cadran du repère, et qui passe par rapport au premier cadran vers la droite. Ici, vers la droite. Donc, c'est une polarisation elliptique droite inclinée entre le premier et le troisième cadran.
Toujours en perspective, ça apparaît comme ça. Et pour phi est égal à 2pi, on revient à la polarisation de phi égale à 0. Donc, c'est une polarisation rectiligne. C'est un segment de droite incliné entre le premier et le troisième cadran. Et dans les deux composantes EX et EY sont exactement en phase. Et donc s'annulent en même temps et passent par un maximum en même temps, passent par le minimum en même temps. Alors, certains membres de remarques que j'aimerais soulever à mes chers étudiants et qui sont d'une importance capitale. Dans les exemples que nous avons pris précédemment, nous avons pris une projection de E sur les axes OX et OY. Bon, c'est un cas particulier. Comment allons-nous s'y prendre si nous avons un champ électrique qui est projeté sur d'autres axes? Par exemple, OY, OZ, OX, OZ. Donc, comment on va déterminer le type de polarisation si on est dans une configuration autre? Alors, pour cela, nous allons généraliser et nous allons dire que le champ électrique sera projeté suivant le premier axe et le deuxième axe. La première projection, on l'écrira E1 égale E max 1, 0, E max 1 cosinus oméga t moins KR moins phi 1, et E2 égale E max 2 cosinus oméga t moins KR moins phi 2, le deuxième retard. Donc, phi égale à phi 2 moins phi 1. Le déphasage, les règles qu'on a établies précédemment sont fonction des valeurs de phi. Donc, il est très important de déterminer phi. Phi, c'est phi 2 moins phi 1. J'attire votre attention que le moins qui existe ici, c'est un moins qui fait partie de la relation. Donc, lorsque vous allez essayer d'extraire la valeur de phi, tâchez de faire apparaître ou de montrer ou d'extraire le signe moins de la relation. Exemple, si j'ai KR plus pi sur 3, phi 1 n'est pas égal à pi sur 3. Parce qu'il faut extraire le moins de la relation. Donc KR plus pi sur 3, j'écrirai KR moins pi sur 3. Le premier moins, c'est celui de la relation. Et le deuxième, c'est celui qui appartient à phi 1. Donc phi 1, dans ce cas-là, est égal à moins pi sur 3. Attention, c'est des erreurs fréquentes. Donc, pour pouvoir identifier qui est 1 et 2 par rapport aux axes X, Y, Z, nous allons écrire le trièdre tel qu'on le connaît dans l'ordre X, Y, Z et à la fin, on reprend X. Parce que il faut suivre l'ordre et une fois nous avons terminé, on reprend du début. Donc X, Y, Z, j'ai terminé, je reprends du début, c'est X. Alors si les composantes du champ électrique donc, sont projetées sur les axes OX et OY, je vais regarder qui est le premier. Alors dans cette façon d'écrire, X vient en premier et donc le 1 sera identifié par X et le 2 par rapport à Y. Donc, phi qui est égal à phi 2 moins phi 1 serait égal, donc serait phi Y moins phi X. Phi Y moins phi X. Si le champ électrique est projeté
suivant les axes OY et OZ, alors, je reprends mon écriture. Le 1 serait identifié au Y, le 2 avec Z, et donc phi qui est égal phi 2 moins phi 1, parce que le Y vient avant le Z, donc il vient en premier, donc 1, 2, j'écrirai phi qui est égal à phi 2 moins phi 1 serait phi Z moins phi Y, 2, 1. Enfin, si le champ électrique est projeté suivant les axes OX et OZ, je reprends mon écriture et je me rends compte que Z vient avant X. Je ne prends pas le premier X parce qu'il y a un Y qui est entre les deux. Je dois prendre les deux lettres successives. Et ici, les lettres successives sont Z et X. Z puis X. Donc le 1, j'ai identifié par Z et le 2 par X. Donc phi qui est égal à phi 2 moins phi 1 serait phi X moins phi Z. Phi X moins phi Z. Faites attention. La plupart vont se tromper ici et ne pas savoir que ici le deuxième c'est X. Ce n'est pas Z. Le deuxième c'est X. Attention à cette remarque. Deuxième remarque, c'est la façon d'écrire. Si on sait que la fonction cosinus est une fonction paire, donc cosinus moins x est égal à cosinus x. Si je reprends mon écriture de la composante du champ électrique, E1 est égal à E max 1 cosinus oméga t moins KR moins phi 1, je pourrais faire sortir le signe moins, et donc j'aurai entre parenthèses KR moins oméga t plus phi 1, j'ai fait sortir le signe moins, et cosinus de moins x est égal à cosinus de x, donc c'est égal à cosinus KR moins oméga t plus phi. Alors, certains exercices, certains manuscrits, certains problèmes se présentent soit suivant la première écriture, soit suivant la deuxième écriture, qui sont exactement équivalentes. Mais ce qui va changer, c'est comment vous allez extraire le phi. Si oméga t vient de manière positive, alors il faut extraire le moins de la relation. J'aurai moins phi 1. Alors que si oméga t vient avec un signe moins qui le précède, alors on peut prendre phi tel qu'il est. Tel qu'il est parce qu'il est précédé par un signe plus. Donc, par exemple, cette écriture, KR moins oméga t plus phi 1, pour la première composante et la deuxième composante, me donne un phi équivalent qui est égal à phi 2 moins phi 1. Donc, à la différence, dans cette écriture, je n'ai pas à faire ressortir le signe moins qui est propre à la relation. Donc, je le prends phi 1 tel qu'il est. Par contre, si les données sont présentées suivant cette écriture, alors il faut faire attention. Il faut faire ressortir le signe moins avant de prendre le phi 1. Prenons cet exemple. EX est égal à EX0, cosinus oméga t moins KR plus pi sur 6. Alors vous remarquez que ici, oméga t a été présenté avec un signe positif. Dans ce cas-là, il faut extraire le moins de la relation. Donc j'aurai moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Donc moins pi sur 6, c'est lui phi 1. Parce que le premier moins, il appartient à la relation.
Et EY est égal à EY0 cosinus oméga t moins KR moins pi sur 3. Ici, puisque oméga t est positif, le moins appartient à la relation. Et phi 2 est égal à pi sur 3. Pi sur 3. Puisque le moins appartient à la relation. Et donc, phi, le déphasage, c'est phi 2 moins phi 1 qui est égal à pi sur 3. Phi 2, pi sur 3, moins phi 1, et phi 1, c'est moins pi sur 6. Attention, attention, de prendre plus pi sur 6. Et donc, moins, ça fait plus, je fais le calcul, je trouve pi sur 2, c'est une polarisation de type gauche. Alors, est-ce que c'est circulaire ou elliptique? Il nous faut une information supplémentaire sur les amplitudes. Est-ce que les amplitudes sont égales ou non? Si elles sont égales, alors c'est une circulaire gauche, alors que si elles ne sont pas égales les uns aux autres, alors la polarisation est de type elliptique gauche. Alors dans la deuxième écriture, les données sont présentées comme cosinus KR moins oméga t moins pi sur 6. Alors, je remarque que le oméga t est précédé d'un signe moins. Si je remarque que oméga est précédé d'un signe moins, alors phi 1 doit être pris tel qu'il est, moins pi sur 6. Phi 1 est égal à moins pi sur 6. Il doit être pris tel qu'il est. Pourquoi? Parce que le oméga a été donné avec un signe moins qui le précède. La même chose pour la deuxième composante, EY est égal à EY0 cosinus KR moins oméga t. Ici, j'ai moins oméga t. Je prends le phi tel qu'il est, plus pi sur 3. Donc, phi 2 est égal à plus pi sur 3. Donc, phi 2 moins phi 1 qui est pi sur 6 avec un moins, j'obtiens pi sur 2, le même résultat. Alors, enfin, certaines applications des filtres polarisants. Alors, par exemple, on sait que les surfaces, lorsqu'ils reflètent la lumière, eh bien, ils vont polariser la lumière. Et si j'utilise un filtre polarisant, de manière à ce que je le croise, je le mets dans le sens contraire de la composante qui est réfléchie de l'onde de lumière, je peux éliminer une partie de la lumière, comme ici, sans le filtre polarisant, j'ai une réflexion sur la lumière qui m'empêche de voir ce qu'il y a sous l'eau. Alors, dès que je place un filtre polarisant dans le sens opposé, croisé de la réflexion, je peux éliminer toute la partie réflexion et je peux voir ce qui se passe sous l'eau. C'est très utile pour certains pêcheurs, pour bien voir les poissons. Ça a des applications plein en photographie, artistique, ainsi de suite. La même chose dans cette figure, et sachant que une partie de la lumière qui nous vient de l'atmosphère est polarisée, dès qu'on applique un filtre polarisant dans le sens opposé, on va voir que le ciel va devenir plus sombre, avec un bleu plus prononcé, parce que nous avons éliminé une partie de la lumière. Et la même chose, remarquez cette surface qui était luisante, réfléchissante, elle va permettre de voir ce qu'il y a sous l'eau. Et regardez cette étendue, comment elle va devenir plus sombre. Parmi les applications des filtres polariseurs, c'est par exemple les lunettes de conduite. Lorsque les lunettes de conduite sont de type ou sont des filtres polarisants, alors elle va empêcher une partie de la réflexion et donc elle va nous permettre de conduire dans des conditions meilleures. Alors pourquoi? Parce que pour ceux qui conduisent, ils ont dû remarquer que de temps en temps,
vous trouvez dans une situation où la réflexion du soleil sur la chaussée, sur la voie, sur le bitume, va vous éblouir. تعميك. الضوء ينعكس على الطريق يعميك. Alors, si vous placez des lunettes polarisantes, vous allez éliminer cette composante sans altérer la qualité de la vue. Bien au contraire, vous allez augmenter le contraste. وتنحي هذاك الانعكاس هذاك اللي كان يعميك. De la même chose, vous aurez une visibilité directe par rapport au conducteur qui vient de face. Parce que, vous avez peut-être remarqué, parfois, vous avez la réflexion sur le pare-brise qui vous empêche de voir le conducteur derrière le pare-brise. Si vous placez des filtres polariseurs, vous allez éliminer cette réflexion et pouvoir voir directement le conducteur et suivre ses gestes. Est-ce qu'il vous a vu ou ne vous a pas vu? C'est très important d'avoir un contact visuel avec le conducteur adverse. Donc, il y a plein d'applications. Je peux citer aussi la télévision 3D. Certaines lunettes qui sont associées au téléviseur 3D sont équipées de filtres polariseurs inversés pour que l'œil droit ne voit pas l'image de l'œil gauche. Et là, il y a un jeu de spécialistes pour créer la profondeur et la sensation de 3D. Donc, sur ce se termine notre cours. J'espère qu'il a été clair. Nous espérons aussi développer plus d'idées, mais bon, on est limité par le programme et par le temps. Et donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.